Exactement, la pertinence, faites ouais. confiance à votre jugement, discernement et puis, voilà, on Et vérifie les sources, on n'hésite pas à aller voir des professionnels et tout va bien se et passer. tout se Mais passerait. allez-y, il faut investir, il faut le faire de plus en plus tôt, il faut le faire régulièrement et on est là pour vous aider. Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance en direct. Nous sommes le 31 juillet 2025 et on continue d'essayer de vous apporter des éclairages, de l'analyse pour essayer de comprendre l'environnement dans lequel on évolue, l'environnement financier notamment. Et pour ce faire, aujourd'hui, on va aborder un thème crucial, celui de la culture financière des Français et plus particulièrement celle des jeunes, alors que ces derniers deviennent de véritables fourmis épargnants plus que jamais dans un contexte d'incertitude économique. Ils s'informent massivement via les réseaux sociaux. Or, les réseaux sociaux, c'est un terrain tout à la fois extrêmement riche en opportunités, mais vous en doutez également riche en risques. Et avec notre invité Clément Nouvet, CEO de Nalo, nous allons évoquer les défis également et les opportunités liées à cette transformation, ainsi que les freins qui subsistent à l'investissement. Bonjour Clément. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Clément, vous êtes CEO de Nalo. Juste avant de rentrer dans le détail de votre intervention, vous pouvez nous rappeler qui est Nalo, que fait Nalo ? Avec plaisir, oui. Nalo, c'est une start-up, une fintech qui a été créée en 2017 et qui a vocation à faciliter l'accès à l'investissement, à permettre à chacun d'atteindre ses objectifs. On dit on va vous aider à faire des plans pour votre argent. Et en fait, c'est exactement ça. On va prendre l'objectif de vie d'une personne, d'un épargnant, et puis on va faire en sorte que son argent lui permette de réaliser cet objectif de vie en l'aidant à déterminer l'horizon. Et puis ensuite, on va gérer son argent en bonne intelligence, avec la bonne allocation, le bon niveau de risque pour atteindre son objectif. Ok, très clair. Donc on comprend qu'il y a une véritable stratégie en fait. En réalité, derrière ce que vous amenez, c'est toute la question aujourd'hui, puisque donc d'un côté, le thème principal, c'est donc les jeunes. Les jeunes épargnent de plus en plus. Vous l'avez noté. Il y a une étude que vous avez réalisée Exactement. et qui le met très clairement en avant. Par la force des choses, est-ce que ce mouvement, c'est une véritable stratégie financière de la part des jeunes ou un réflexe limite de survie face aux incertitudes qui sont nombreuses, économiques, géopolitiques, sociales, politiques? Alors c'est vrai qu'il y a énormément d'incertitudes. Ce qu'on voit, ce qui est assez intéressant, donc on a fait un sondage Nalo avec Opinionway autour de ces sujets-là, comment on s'informe, la culture financière, la pédagogie financière. Enfin, on s'intéresse beaucoup à ces sujets-là chez Nalo. Il y a un chiffre que je trouve assez parlant pour illustrer ce que vous notiez. Les Français, en général, c'est à peu près 1 sur 2 qui s'intéressent à l'investissement. Donc l'investissement, c'est mettre de l'argent de côté, mais avec cette idée de prendre un risque quand même pour obtenir un rendement qui soit un peu différent d'un livret A, par exemple. Voilà. C'est cette idée-là. Et quand on met la loupe sur les jeunes, 18-24 ans, donc quand même très jeunes, on voit que ce chiffre, il monte à 75%. Donc, les jeunes, on a vraiment une génération là qui s'intéresse beaucoup plus effectivement à l'investissement que les générations précédentes. Et il faut s'en féliciter. Les raisons qui sous-tendent ça, c'est multifactoriel. Il y a probablement le sujet des retraites qui est quand même présent parce que c'est quelque chose d'anxiogène qui revient souvent et au gré de l'actu, on en entend parler. Et donc, il y a quand même cette idée qui est assez ancrée maintenant de se dire le système qu'on connaît ne va pas permettre d'assurer un niveau de vie une fois à la retraite. Donc ça, c'est une idée forte qui est ancrée, donc avec cette idée de je dois reprendre la main sur mon patrimoine financier. Il y a beaucoup de stress écologique aussi, de se dire on va dans un monde dans lequel il va être difficile de vivre et par conséquent, j'essaye de me prémunir là-dessus. Et plus globalement, effectivement, les difficultés qu'on connaît économiques entre autres. Mais voilà, donc il y a beaucoup de facteurs qui font ça. Et par ailleurs, ça reste un moment où on aime bien à cet âge-là faire ses expériences, expérimenter. Et c'est vrai qu'avec les moyens qu'on a aujourd'hui à disposition sur les réseaux sociaux, des acteurs comme nous, mais d'autres qui sont un peu sont venus disrupter, on va dire, l'investissement traditionnel, ça les a aidés ça les aide à mettre le pied à l'étrier. Et ils le font avec leurs moyens. Mais ils peuvent avoir des revenus qui sont très variables parfois d'une année à l'autre.
des charges aussi très variables. Quand on vit chez ses parents, par exemple, on a peu de charges, donc du coup, une capacité d'épargne un peu plus importante, et c'est l'occasion de faire des tests. Alors, c'est plutôt ce qui se passe. C'est plutôt ce qui se passe. Alors, effectivement, ce que vous dites, c'est que les jeunes d'aujourd'hui sont mis face à de nouveaux outils, des outils disruptifs, comme vous dites, et notamment les réseaux sociaux. On entend beaucoup parler actuellement des influenceurs financiers. Alors, il y a un terme spécial, mais alors, du coup, par la force des choses, selon vous, spécialiste de l'investissement, de l'accompagnement à l'épargne, est-ce que, selon vous, on est mis face à une véritable révolution éducative ou finalement à une dangereuse mouvance désinformative? Bon, c'est une bonne question qui est sensible. Globalement, ce qu'on voit, c'est que on constate un intérêt plus important pour la chose financière, un peu en lien avec l'intérêt, il est plus marqué pour l'investissement, mais ça se traduit aussi par l'intérêt pour les contenus financiers. Donc ça, c'est une bonne chose. Il faut vraiment s'en féliciter. Qu'est-ce que vous entendez par contenu financier? Contenu financier, c'est... Alors justement, on voit que globalement, la population et les jeunes en particulier s'informent beaucoup sur Internet. Pas de surprise. On regarde en détail, on voit que les principales sources d'information, c'est YouTube, TikTok, Instagram. Et les sites un peu spécialisés, ils arrivent un peu après. Et donc, effectivement, c'est là où c'est des nouveaux outils, si on se... Plus en nouveau, plus nouveau que ça, mais sur un temps long, on va dire que c'est relativement nouveau. Et ça diffuse l'information beaucoup plus largement. Et par contre, c'est vrai qu'avec cette diffusion plus large, il y a une vigilance un peu constante qu'il faut réussir à avoir. Voilà, pour pas tomber dans les pièges. Et ils sont quand même nombreux. Ils sont nombreux. Donc, du coup, par la force des choses, est-ce qu'on est capable de répondre à cette question? Est-ce que c'est un outil, les réseaux sociaux, donc TikTok, YouTube, Instagram, sont des outils efficaces d'éducation financière ou finalement des miroirs aux alouettes où finalement chacun ira se brûler les ailes? Moi, je pense que c'est des outils efficaces. Voilà, pour répondre clairement, c'est des bons outils. À condition de les utiliser avec discernement. C'est des bons outils parce que aujourd'hui, ils permettent d'accéder très rapidement à du contenu. Et avec le jeu des algorithmes, si on commence à consulter un contenu un peu spécialisé sur ces sujets-là, on va s'en voir proposer des nouveaux, d'autres. Donc ça crée vraiment cette espèce d'entrain, d'engouement qui fait que il y a beaucoup plus d'informations qui arrivent finalement auprès de la population qui les consulte. Après, il y a vraiment une vigilance forte à avoir. Il y a plusieurs sujets. Il y a beaucoup d'arnaques. Donc on a tous vu les devenir millionnaires en 6 mois, en 1 an, voilà les méthodes un peu miracles qui évidemment ne fonctionnent pas. On va essayer de vous vendre une formation hors de prix qui va rien vous apprendre. Donc ça, c'est les arnaques. Ensuite, on a les contenus, je dirais, peu pertinents ou en tout cas trop intéressés pour être suffisamment... Trop intéressés, c'est-à-dire récupérer des abonnements, Je pense plutôt à des... on parlait tout à l'heure des finfluenceurs. On peut avoir des finfluenceurs qui vont faire des partenariats souvent avec une seule marque, une seule entreprise. Okay. Et du coup, ça peut biaiser. C'est des petits réflexes qu'il faut avoir, des points de vigilance. Ça veut dire qu'il y a une logique commerciale, une logique de partenariat exactement, qui est pas objective, la plus exactement, voilà, qui peut tronquer un petit peu la pertinence et l'objectivité du contenu. Donc voilà, et après, mais il y a beaucoup de finfluenceurs qui font des partenariats divers et variés, qui font du contenu très poussé, très pédagogue, donc qui apportent vraiment quelque chose à l'éducation financière. Et puis ensuite, il y a les professionnels dont nous on fait partie et pour lesquels il faut pas hésiter juste à les consulter. Et on met à disposition du contenu. Nous, on a une formation, l'Analo Academy, qui est assez basique pour expliquer vraiment les bases de l'investissement. On travaille sur un livre blanc qui sera un peu plus poussé, qu'on va pouvoir sortir à la rentrée pour aller justement un petit peu plus loin. Mais voilà, il y a ce contenu un peu professionnel spécialisé qu'il faut, je pense, pas négliger. Ok, très clair. Vous avez déjà plus ou moins répondu à la question suivante, à savoir si les finfluenceurs, donc les influenceurs en finance, il faut s'en méfier. Vous nous dites qu'il y en a certains, il y a à boire et à manger. En fait, exactement. Donc il faut faire confiance à votre discernement. Faut regarder. Je le disais tout à l'heure, mais avec qui est-ce qu'ils font des partenariats? Est-ce que les partenariats sont bien affichés, ce qui est une obligation légale mais qui n'est pas toujours respectée? L'AMF, elle discerne un label mais qui en pratique est peu mis en avant, peu utilisé. Donc je pense que c'est une vraie voie à suivre à l'avenir pour savoir un peu à qui on peut se fier. Et voilà. Mais donc je dirais, est-ce que les partenariats sont bien annoncés? Est-ce que ces partenariats sont assez divers et variés pour s'assurer que juste on a un peu de neutralité, un peu d'objectivité? Ça, c'est super important.
Un autre point de votre étude, c'est la peur des Français. Pourquoi est-ce que les Français, finalement, d'une certaine façon, sont également encore un peu réticents à se lancer totalement dans l'investissement? C'est la peur de perdre de l'argent. Oui. Pourquoi? Et comment est-ce que vous pouvez les aider à ne plus avoir peur de perdre de l'argent? C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez incroyable, qui est très ancré. Tout à l'heure, en introduction, on parlait un peu de l'investissement et du fait qu'il y avait un Français sur deux à peu près qui s'intéressait à l'investissement. Si on prend le même, j'ai plus le chiffre en tête, mais si on le prend sur l'épargne, ça va être beaucoup plus haut. Ça va être 80-85% qui vont s'intéresser à l'épargne. La France est un vrai pays d'épargne, voilà. d'épargnants, de toute façon. Et donc, on voit bien, effectivement, ça illustre votre propos. Je pense qu'il y a un sujet d'éducation financière, on en parlait. Donc, il faut que le niveau moyen monte pour que chacun comprenne un peu comment est-ce qu'on se construit une stratégie et quel est l'intérêt, finalement, de prendre un petit peu de risque. Ça, c'est un vrai sujet. Et puis, il y a notre rôle à nous, de professionnels, de rendre l'investissement plus accessible, plus clair, pour expliquer finalement que si on part sur des temps longs, ce qui est quand même souvent le cas, ça n'a pas de sens de préparer une retraite avec un livret A, par exemple. Sauf peut-être si vous êtes à 1 an de la retraite. Mais, et encore, parce qu'on n'utilise pas forcément l'intégralité de ces capitaux le jour où on part à la retraite. Donc, c'est juste, il faut vraiment avoir ce réflexe-là de se dire, quel est mon horizon ? Et de cet horizon, ça décline le niveau de risque que je peux prendre. Et plus je vais me rapprocher de mon horizon, plus je vais faire décliner mon niveau de risque pour avoir un capital qui soit à peu près sécurisé au moment où j'ai besoin de mon argent. Où j'aurais besoin de libérer. On comprend donc à travers ce que vous dites que la culture financière est un vrai tabou en France. Est-ce que, par la force des choses, les Français, la France est condamnée à rester un pays d'investisseurs amateurs? Non, moi je crois pas qu'il y ait de fatalité, j'espère pas en tout cas. Non, mais il y a des choses à faire, je pense, dès le plus jeune âge avec l'éducation nationale et nous, professionnels, on a sans doute un rôle à jouer là-dedans aussi, mais donc il faut pas, c'est pas une fatalité, donc je pense qu'il faut commencer tôt. On parlait tout à l'heure du système de retraite, on pressent quand même que notre système il va probablement évoluer dans les années qui viennent, et ce qu'on voit, c'est que les pays où l'État-providence est moins présent, un peu plus faible, ce qui n'est pas forcément souhaitable par ailleurs, mais après, c'est chacun son opinion, mais en tout cas, ce qu'on constate, qui est très factuel, quand il y a un État qui est un peu moins fort, un État un peu moins providence, le niveau d'éducation financière, globalement, augmente, parce que y a cette nécessité pour chacun de s'intéresser et de prendre un peu son avenir en main. Donc je pense qu'avec le sujet des retraites, qui va devenir un sujet qui va rester, qu'il est déjà depuis quelques années, qui va rester un sujet récurrent, il va y avoir ce besoin de s'intéresser un peu plus à la chose financière et de facto, ça va faire monter le niveau moyen sous l'influence des finfluenceurs, sous l'influence des professionnels. Et on a tous un message à porter pour s'assurer que les Français deviennent meilleurs sur ces sujets-là. Ok, très clair, c'est hyper intéressant ce que vous dites, c'est la transformation du modèle économique, social, politique d'un pays qui peut faire en sorte que l'intérêt pour l'épargne et l'investissement soit boosté ou se transforme également, accompagne cette transformation. C'est hyper intéressant, mais donc ça veut dire que c'est très long finalement. Ah oui, c'est des processus qui sont longs. Alors après, on voit que globalement, on est dans un monde où tout s'accélère. Enfin, l'information s'accélère et on l'a vu avec le web 2.0, web 3.0. L'intelligence artificielle aujourd'hui générative. Ouais, exactement. Donc on voit que toutes les choses s'accélèrent. Donc c'est quand même, effectivement, c'est des tendances longues et lourdes. Mais néanmoins, on voit qu'on est dans un monde où ça va plus vite et sous l'influence des réseaux sociaux et effectivement de l'intelligence artificielle, les choses peuvent aller quand même relativement vite. Oui, c'est ça. Ça va s'accélérer par rapport évidemment. Je comprends. On va revenir sur un truc, et je suis désolé, je ne vous avais pas envoyé, mais on va parler de l'intelligence artificielle générative. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ChatGPT, Perplexity? Ce sont des outils sur lesquels vous conseillez à vos clients de s'appuyer, vous-même peut-être vous appuyer dessus éventuellement. Oui. Alors donc on s'en sert. Évidemment, je pense que tous les, je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de professionnels qui, de pas l'utiliser aujourd'hui, c'est un peu incontournable. Donc on a des cas d'usage très spéciaux, très spécifiques, on va dire, qu'on arrive à traiter par différents outils d'intelligence artificielle, des outils grand public. Alors on va sur les licences évidemment pro parce que c'est un peu plus adapté, mais et plus globalement, oui, c'est des très bons outils. Après, on se retrouve un peu sur la même logique que ce qu'on disait sur les finfluenceurs. Le discernement de chacun, c'est quelque chose qui est indispensable et qui va l'être encore plus à l'heure de l'intelligence artificielle. On ne peut pas faire confiance à 100% à une réponse qu'on va obtenir sur ChatGPT. En revanche, c'est un bon outil
pour se donner des idées, des pistes, se dire tiens, ça je vais creuser, peut-être aller voir les sources qui sont afférentes. Perplexity là-dessus, c'est assez puissant. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui va nous aider. ChatGPT, c'est des probabilités. Il va juste se dire après tel mot, le mot le plus probable qui doit arriver, c'est celui-ci. Et ça construit un script comme ça. Donc on est juste sur des probas. Donc ça peut se tromper. Il y a plein d'exemples où ça s'est trompé. Donc très bon outil. Y compris sur les sujets pour construire une stratégie financière, ça peut être utilisé. En revanche, derrière, il faut le challenger, soit auprès d'un professionnel, soit vous-même en allant chercher des sources adaptées. Mais voilà, il faut avoir ce regard critique impérativement sur ce qu'on en tire. Plutôt soi-même de son côté ou plutôt en allant chercher des conseils personnalisés. Il faut mieux. On peut être autonome malgré tout dans sa quête de rendement ou de sécurité. Oui, on peut. Clairement, est-ce que c'est possible aujourd'hui de construire tout seul sa stratégie financière? Est-ce que celle-ci peut être pertinente? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Est-ce que c'est facile? Non. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça prendra plus de temps et le degré d'erreur est plus important. Exactement. Voilà. C'est possible parce qu'il y a beaucoup de documentation qu'on peut trouver. Si on a envie d'y passer du temps pour creuser les sujets, on va pouvoir. Voilà, on peut arriver à un bon niveau. Mais c'est long, c'est fastidieux. Métier, de toute façon, exactement. Donc après, c'est une question d'intérêt personnel. Quelqu'un qui a un intérêt très fort pour la chose, qui a envie d'y consacrer du temps, il peut y aller, il peut faire des bonnes choses tout seul, en multipliant les sources, en ayant un vrai esprit critique sur ce qu'il peut trouver, mais il peut arriver à se construire une bonne stratégie financière. Si on a un peu moins envie d'y passer du temps, ou qu'on se fait un peu moins confiance sur ces sujets-là, effectivement, il vaut mieux parler à un moment donné à des professionnels, trouver la solution la plus adaptée parmi ces professionnels, parce que on voit qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs qui peuvent être faites et qui parfois peuvent coûter cher. Il y a des volatilités très importantes, je pense aux crypto notamment, où il y a un vrai engouement dessus, et je pense que c'est une classe d'actifs qui émerge, qui va prendre une importance certaine, mais néanmoins avec des niveaux de volatilité qu'on ne connaît pas sur d'autres classes d'actifs, ou alors des classes d'actifs très volatiles, effectivement. Et donc, juste si on connaît tous des personnes qui se sont un peu brûlées les ailes sur ces sujets-là, parce que justement, ils ont vu un post sur un réseau social, et ils se sont dit, tiens, c'est génial, je vais acheter de l'Ether, c'est pas cher. Sauf qu'en fait, ça a perdu 50% 3 jours après. J'exagère un peu. Non, mais bien sûr, effectivement. Et on l'a bien vu, on sait tous que le Bitcoin a atteint des niveaux faramineux, 70-80, avant de replonger à 20-25 000. Et là, énormément de petits porteurs de particuliers se sont vus complètement plumés. Mais effectivement, et là, aujourd'hui, on est à 120. Donc voilà, il n'y a pas plus volatile que le Bitcoin. On va finir votre intervention, Clément, par qui est mis en avant l'essence même de cette étude, c'est finalement la démocratisation de l'épargne, de l'investissement. Pour autant, quand on vous lit, et on a l'impression que c'est une illusion quand même, cette démocratisation, que c'est une révolution finalement qui en laisse quand même certains de côté. Alors, oui. C'est sûr qu'on n'est pas du tout au bout du chemin. Donc, je dirais pas que c'est pas une illusion, parce qu'il y a des bases qui sont là et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour avoir une vraie démocratisation, en tout cas beaucoup plus large que ce qu'on connaît aujourd'hui. On a parlé de l'information, on a parlé des professionnels qui ont aujourd'hui des parcours qui sont peut-être plus souples, plus adaptés, des niveaux de frais, juste de marge des nouveaux professionnels qui sont quand même globalement plus faibles que ce qui se pratiquait il y a quelques années. Donc ça veut dire un ratio coût-bénéfice plus intéressant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des piliers qui vont permettre une meilleure démocratisation des sujets financiers. Après, c'est sûr que ça en laisse certains de côté. Donc il y a des disparités fortes. On parlait de l'âge tout à l'heure. On voit qu'il y a des générations un peu plus âgées peut-être vont un peu moins vers ces nouvelles solutions. Il y a le genre aussi. C'est ça, il semblerait que les femmes soient peut-être pas moins intéressées, mais en tout cas moins au contact, moins au Exactement, un peu moins au contact, je pense que c'est le bon terme. Et on voit que sur des acteurs émergents, dont nous on fait partie, on a une proportion de clientes plus importante que les acteurs traditionnels. D'accord. Oui, c'est assez marqué. Il y a un mouvement pareil, une tendance de fond qui est en train d'émerger. Clairement. Donc nous, on a à peu près 40% de clientes chez Nalo. C'est bien. Okay. Alors je disais acteurs émergents, je pense qu'on a émergé, mais en tout cas, on voit que chez toutes les fintech, néobanques, globalement, on a tous des parts de clientes un peu plus importantes. Okay. Dans le secteur financier traditionnel, on est plutôt autour de 20-25%. Donc, d'accord. Donc c'est du simple double. Exactement.
Exactement, ouais, c'est quand même des écarts très marqués. Donc, on voit là aussi les piliers, ils sont présents, mais il y a encore des disparités fortes selon les catégories socio-professionnelles aussi. Voilà, donc il y a plein de prismes par lesquels on peut regarder la chose et on voit qu'il y a des disparités. Mais je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour que ça aille encore plus loin. Et il faut susciter cet intérêt, cette envie de regarder. Et ensuite, on a les moyens de faire plein de choses. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. On a les moyens de faire plein de choses. Et effectivement, il faut faire confiance aux professionnels dont c'est le métier, également se faire confiance à soi, puisqu'effectivement, il existe plein d'outils. On a bien compris le message. Il faut vérifier je dirais, l'efficacité. Exactement, la pertinence. Faites confiance à votre jugement, discernement. Et puis, on vérifie les sources. On n'hésite pas à aller voir des professionnels et tout va bien se passer. Mais allez-y, il faut investir. Il faut le faire de plus en plus tôt. Il faut le faire régulièrement. Et on est là pour vous aider. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Clément Nouvel, CEO de Nalo. Vous étiez avec nous ce matin pour nous parler justement de la culture financière des Français et plus particulièrement de celle des jeunes. Je vous souhaite une très bonne journée. Pareillement. Si vous en prenez. Merci beaucoup. À bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir. On marque une courte page de pub et on se retrouve dans un instant. À tout de suite.